bas. Celui qui a le casque, c'est Alexis. Ah bah, je crois qu'il y a son nom, on voit, c'est Alexis Tozin, qui est chez Tease le spécialiste de tout ce qui est. Alors, on appelait ça avant community management, mais maintenant on appelle ça prospection et prospection, puisqu'en fait, son rôle, c'est surtout effectivement d'atteindre les objectifs d'un site. Et donc, à la base on va dire, d'un concept marketing et d'une offre et on va dire vraiment d'une offre commerciale et on va dire vraiment d'un concept marketing, il doit traduire ça en ciblage et apporter effectivement du lead sur un site qui vend de la prestation ou des acheteurs s'il s'agit d'un e-commerce. Et Damien Laton, qui est l'homme service de la saisie, qui maîtrise toute la partie, on va dire, RGPD, en tout cas il va traiter ça aujourd'hui, plus la partie, on va dire, serveur, puisque ce sont effectivement des éléments qu'on pourrait imaginer invisibles. Enfin, le RGPD c'est visible, mais la partie mécanique serveur n'est pas très visible, mais extrêmement importante, notamment pour la visibilité, puisque un des critères de Google est que le site soit tout simplement à chargement rapide, par exemple. Donc voilà. Donc je commence la présentation. Donc vous présenter le sommaire. Ben voilà, bon ça je crois que j'ai déjà assez dit, c'est le thème de cette présentation. Alors la prospection et ou la notoriété, c'est effectivement la notion de prospection qui est au service de la notoriété et inverse. C'est un thème qu'on va aborder ensemble. Les aspects juridiques qui vont être traités effectivement par Damien. Et la machinerie, on appelle ça la machinerie, mais en fait ce sont les serveurs qui ont aussi effectivement leur importance. On pourra d'ailleurs donner des exemples où ça a eu des effets, on va dire positifs ou des fois négatifs quand ça n'a pas été prévu. Alors, pour la création d'un site, alors moi je vais m'occuper je vais traiter plus particulièrement la partie création du site, on va dire conception et création, puisque la conception part d'abord d'une bonne analyse, c'est-à-dire que généralement lorsqu'on réalise un site, il faut bien sûr faire un cahier des charges qui définit les cibles qu'on veut toucher, les personas. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, ce sont les profils types des gens qu'on veut cibler, de façon à pouvoir leur parler par rapport, on va dire, aux bénéfices qu'on peut leur apporter. Donc ces objectifs doivent être définis en amont et se dire, bon ben voilà, aujourd'hui je crée un site pour générer 5 leads par jour, 10 leads par mois, voilà, de façon à ce qu'on puisse évaluer une notion de retour sur investissement. Et ces objectifs aujourd'hui peuvent être détectés à travers bien sûr des analyses de marché. Aujourd'hui, le digital a cet immense avantage, c'est en même temps un peu Big Brother, mais en même temps, on récupère pas mal de données qui permettent effectivement de faire des évaluations. Savoir que par exemple, lorsqu'on crée un site internet, e-commerce, on peut quasiment prévoir le chiffre d'affaires qu'on pourra réaliser suivant la puissance de feu qui sera disponible. Quand je parle de puissance de feu, c'est des ressources humaines et des moyens financiers, on va dire. Alors, ce qu'il faut définir en amont, c'est ce qu'on appelle la singularité marketing. C'est votre offre. C'est l'offre que vous voulez proposer à vos clients et qui vont vous différencier par rapport à tous vos concurrents. Le principe, encore une fois, c'est de dire que bon, je vends des fers à souder, c'est super, mais il y en a plein qui vendent des fers à souder et ça vous différencie en rien des autres qui le proposent. Donc le but, c'est effectivement de trouver votre singularité, qui sont souvent basées sur, on va appeler ça les valeurs de l'entreprise. Alors c'est la vision, les missions, les valeurs, qui vont définir effectivement la façon dont vous appréhendez votre marché et vos cibles, vos clients, vos prospects. Donc aujourd'hui, cette notion de singularité marketing, c'est un élément essentiel. C'est ce qui va piloter, on va dire, vraiment le message qui devra passer. Et ça, c'est humain, ça n'a rien de digital. C'est vraiment de la communication et du marketing, puisque c'est de la stratégie. Faire en sorte effectivement qu'on puisse se différencier du brouhaha médiatique. Puisqu'aujourd'hui, la façon de consommer a beaucoup évolué. Et notamment, cette notion de comparaison aujourd'hui est énorme. C'est-à-dire que les gens, lorsqu'ils cherchent une prestation ou un prestataire ou un partenaire, ont la possibilité de très facilement comparer. Donc, il faut se différencier, c'est très important. Pour arriver à ça, en fait, c'est ce qu'on appelle la force de l'empathie, c'est-à-dire bien comprendre vos cibles, et j'en reviens au persona. Plus vous aurez identifié la façon dont consomme votre service, le produit, enfin les prospects que vous ciblez, mieux vous arriverez à vendre. C'est aussi bête que ça. Il suffit simplement de se mettre à la place des gens. Bon, ça demande un petit travail de recul, mais en tout cas, sur le principe, c'est effectivement de se mettre à la place de vos consommateurs et se dire qu'est-ce qui va faire en sorte que je me choisisse, quoi. Donc, de dire je suis le plus beau, je suis le plus beau, ça, encore une fois, ça n'a aucun intérêt. C'est plutôt voilà ce que je vous apporte. Donc, cette notion de fond est fondamentale. C'est vraiment fondamental. Le design, il est important puisque les gens aujourd'hui
se base vraiment sur le design. Je ferai vraiment le comparatif par rapport en fait à l'époque, dans ma jeunesse, lorsque les commerciaux allaient voir un client, on disait que c'est les 3 premières paroles, les 3 premiers pas qui comptent, etc. C'est vrai, cette notion de perception immédiate d'un site, c'est de se dire waouh, il est super beau, ça doit être des gens très compétents, ou Bark, il est super moche, et ça doit être des nuls. C'est aussi tranché que ça, et les stats nous parlent, hein. C'est en 3 secondes que les gens se font un avis sur la qualité de votre prestation à travers cette notion de design et du X qui est vraiment lié à la navigation. Si c'est trop compliqué, si c'est alambiqué, si c'est trop important en quantité d'informations, les gens se perdent. Une notion de dilution qui est extrêmement négative pour la transformation commerciale, pour le coup. Donc, cette notion effectivement de design UX et de crédibilité sont liées à l'apparence, littéralement, du site qu'il ne faut clairement pas négliger. Et qui doit être aussi différenciant. Il faut bien sûr que votre site ne ressemble pas, bien évidemment, à vos concurrents, mais même alors, dans les contraintes, bien sûr, qui sont liées à la mobilité. Il faut bien sûr que votre site soit visible sur n'importe quel appareil. C'est juste un prérequis, hein, tout simplement. Mais il faut clairement, effectivement, que vous puissiez vous distinguer, quelque part. La structure du site, c'est un peu lié à l'UX, hein. Tout ça est bien sûr parfaitement soudé. Le but, c'est effectivement que cette notion de tunnel décisionnel, on appelle le tunnel décisionnel, c'est le fait de prendre par la main le visiteur du site et l'amener là où on veut, soit à d'acheter un produit, bien évidemment, soit en tout cas de marquer son intérêt, soit effectivement de vous contacter ou de se faire appeler, ou ce qu'on appelle du click to action, du CTA. Donc, le principe, c'est effectivement de faire en sorte que la structure du site soit au bénéfice de cet accompagnement pour que les gens se sentent naturellement, on va dire, dirigés vers la prise de contact humaine. Je vais dire un truc un peu bizarre, mais un site qui vend du service ne vend pas du service. Il sollicite juste l'intérêt de façon à crédibiliser votre proposition et à apporter un être humain en face d'un autre être humain qui, lui, va convaincre. Le site ne vendra rien dans le fond. Il va juste préparer le terrain de façon positive, de façon à mettre en confiance. Alors, bien sûr, c'est un élément que j'ai pas mis, mais c'est extrêmement important. La notion de vérité est un élément fondamental. Aujourd'hui, on peut dire qu'un produit n'est pas de très bonne qualité, mais parce qu'il n'est pas cher. C'est une explication à un prix extrêmement réduit, par exemple. On a eu X cas où des produits ne marchaient pas et les gens râlaient parce que le produit était fragile, par exemple. Mais lorsqu'on met dans la description pourquoi ce produit n'est pas cher, c'est parce qu'il est fragile, les gens le communiquent en termes de conseils aux autres consommateurs, ce qui devient, là pour le coup, un argument commercial. Donc, encore une fois, il faut voir les choses de façon transparente, et c'est vraiment une évolution de la façon dont les gens consomment aujourd'hui. Ils veulent qu'on leur raconte la vérité. Cette notion de relation de confiance est devenue un élément fondamental de consommation. Et ça, e-commerce, service, même combat. L'expérience client. Alors, c'est un mot qui rassemble énormément de choses. C'est ce qu'on appelle l'avant, le pendant et l'après. L'avant, c'est l'image que vous allez diffuser autour de vous sans vous connaître. Est-ce que vos clients, enfin vos prospects là pour le coup, savent ce que vous proposez, l'entièreté de votre offre, la transversalité de votre proposition? Est-ce que l'image de votre entreprise est à la hauteur de ce que vous estimez, en tout cas lié aux efforts que vous faites dans l'entreprise pour que ce soit le cas? Aujourd'hui, je peux vous donner sans exemple, je pourrais donner notre exemple. On fait en sorte d'avoir une image, on va dire, de gens corrects, on va dire, c'est-à-dire dans le sens on considère vouloir faire du bien à nos clients, et c'est parlé en interne. On fait en sorte que certaines règles de respect soient mises en place, en tout cas soient respectées, là, pour le coup. Donc c'est une chose qui, effectivement, doit être un travail de fond qui doit être perçu, bien évidemment, dans le message et dans le fond. Donc, cette notion d'avant prise de contact avec le client, c'est une chose qui se travaille, et on pourrait appeler ça la notoriété, c'est vrai. Mais en tout cas, même l'accueil client, le fait simplement de partager et de présenter l'entreprise et dire bonjour, Jean-François de l'agence Tease, ça a l'air bête, mais c'est extrêmement important. Plutôt que de répondre ouais, enfin, tout le monde a vécu ça. Il y a le pendant, c'est effectivement le travail qu'il y a à faire avec le client. Alors, bien sûr, on dit toujours success client, client first et compagnie. C'est vrai. Dans le fond, en fait, il faut penser au client et encore une fois avoir cette notion d'empathie pour bien comprendre quelles sont les motivations de vos clients, et lorsque vous réalisez une prestation, de tenir compte de tous ces éléments. Alors, dans la même logique, on peut imaginer par exemple qu'il y ait un contrôle de sa satisfaction au fur et à mesure du projet. Tout dépend bien sûr des projets. Dans l'e-commerce, c'est un acte assez court. Donc, c'est plutôt après l'achat de demander effectivement leur avis sur la qualité du produit. Et encore une fois, de façon, même si c'est automatisé, montrer que c'est fait de façon la plus humaine possible.
Mais en tout cas, cette notion d'expérience du pendant est bien sûr cruciale, puisqu'elle va conditionner ce qu'on appelle l'après, cette notion de reconsommation chez vous. C'est-à-dire que de pouvoir dire, ben, j'ai travaillé avec eux, ça s'est très bien passé, cette notion de prescription est un moteur commercial extrêmement puissant. Donc, cette notion d'expérience client, elle doit être tenue compte lorsqu'on crée une solution, quelle qu'elle soit, encore une fois, que ce soit un site de prospection, un générateur d'appels entrants qualifiés, ou bien du site e-commerce. C'est fondamental. Et d'ailleurs, je tiens juste à préciser que je ne parle que d'éléments marketing, on va parler après technique, bien sûr, mais tous les éléments internes à l'entreprise est une problématique qui doit être transparente pour le client. On ne doit même pas lui en parler. On dit souvent que les problématiques internes n'ont pas de valeur pour le client. C'est une réalité fondamentale dans le domaine. Ensuite, il y a l'organisation dans l'entreprise. C'est effectivement faire en sorte de pouvoir déjà tenir compte de la facilité, enfin en tout cas de la perception du service apporté qui est autour de la prestation que vous apportez. Dans le site e-commerce, j'ai mis l'exemple de la logistique et des banques. Si effectivement vous prenez par exemple simplement du relais, du colis relais, ben, quelque part c'est des fois un peu embêtant pour les gens de devoir se déplacer pour aller chercher le colis, même à 200 mètres. Alors qu'un prestataire pourrait simplement le livrer chez lui, ce serait un grand plus. Ça peut transformer, augmenter en tout cas la perception, en tout cas de la qualité de votre vente. Donc c'est ce genre de choses où il faut vraiment s'interroger, voire faire évoluer, puisque encore une fois, cette notion d'amélioration continue de ce type de solution est liée à l'interrogation de vos cibles. Très régulièrement, il faut interroger vos cibles en disant, bah, écoutez, voilà, on est en train de faire une analyse, une étude, on va dire, de satisfaction pour vous, bien évidemment. Est-ce que vous préféreriez qu'on vous livre directement, enfin, ce genre de questions, il faut les poser. Il faut même faire participer, puisque le retour de ce sondage de qualité. Si vous avez un sondage où 90% des gens vous disent bah oui, je préfère être chez moi, il n'y a pas d'explication à avoir. Et ça va mécaniquement augmenter vos ventes. Les appels entrants, pareil. Quand c'est un appel entrant qualifié, il faut bien sûr pouvoir aussi parfaitement, et ça reprend le dernier point d'ailleurs, déjà avoir on va dire des bons usages, ce que je disais, agence type, se présenter, avoir vraiment, on va dire, vraiment un petit scénario qui est lié à ça, de façon à qualifier bien sûr la demande, mais aussi avoir un accueil qui est à la mesure de tous les besoins en amont. Donc, à ne pas négliger, l'aspect humain est aussi important que l'aspect approche digitale. Et ensuite, le contrôle, qui est un élément aussi essentiel. Si effectivement on ne contrôle pas le nombre d'appels entrants, d'où ils viennent, etc., ça n'a il n'y a pas d'espoir de pouvoir améliorer les choses, et cette notion de contrôle continu est fondamentale. Bah, d'ailleurs, Alexis pourra en parler, puisque notamment lorsque quelqu'un vient acheter chez vous, il est sollicité en moyenne, si je m'abuse, Alexis, à peu près 18 fois avant qu'il prenne contact avec vous. Donc cette notion de source qui a vraiment inspiré le contact est un élément fondamental et essentiel aussi pour les analyses, de façon encore une fois à améliorer les ventes ou la transformation, ou le taux de transformation commerciale. Voilà. Donc, j'espère que je n'ai pas été trop long. J'ai tenu le quart d'heure, j'espère. J'ai un peu débordé. Il est. Oh ben non, je suis à la seconde près. C'est parfait. Je vais passer la parole à Alexis qui va effectivement traiter de son sujet, qui est effectivement cette notion, on va dire, de prospection. Enfin, je prends un énorme raccourci. Il en parlera beaucoup mieux que moi. Mais en tout cas, cette partie-là aussi qui est essentielle, effectivement, qui est ce qu'on appelle chez nous l'after. C'est-à-dire, on fait le site, il faut bien le faire, il faut le faire dans les règles, que ce soit bien visible. Et après, il faut bien sûr donner la main à des gens qui savent prospecter dans le domaine, l'âge, etc. On parlera bien mieux. Je passe la parole, Alexis, et dis-moi si je dois passer les slides. Merci Jean-François. Écoute, je crois que je peux même prendre la main. On va tester. Parfait. Voilà, hop, vous voyez tous l'écran, je suppose que oui, c'est parfait, c'est magique. Génial. On commence à avoir l'habitude avec les webinaires, c'est vrai. Donc vous l'avez vu, hein, donc je rappelle le sujet de ce webinaire, hein, c'est voilà, comment atteindre nos objectifs de notoriété et surtout de transformation commerciale. Hein, on est dans le business. Jean-François vous a justement parlé d'un premier prérequis qui est vraiment la plateforme par rapport à vous, entre vous et votre client, qui est justement souvent le site internet. L'idée, moi, c'est ces prochaines 10 minutes, ce prochain quart d'heure, avant d'aborder avec Acesi justement les différentes règles relatives à la récolte des données, au traitement des données, hein, tout ce qui est RGPD, de refaire un point là-dessus, hein, 2 ans après le lancement. Moi, c'est de vous parler justement des différents mécanismes qui existent pour exploiter tout ce potentiel. Et après, c'est Damien de Acesi qui vous dira comment on peut le faire et comment on peut le faire dans les règles. C'est vrai que moi, j'aimerais pouvoir tout faire, tout exploiter pour nos clients et il faut le faire dans les règles.
Donc, on va le voir, il va y avoir 4-5 parties. Le référencement naturel, son frère, le référencement payant, les réseaux sociaux, les sœurs, voilà, ça fait une grande famille. Et puis derrière, un nouveau venu qu'on n'a pas forcément trop évoqué si vous nous suivez déjà depuis quelques temps dans nos webinaires, c'est le marketing automation. Bon, derrière cet anglicisme qui est quand même assez facile à traduire, hein, c'est tous les systèmes, on verra, automatisés de marketing pour justement répondre à vos objectifs commerciaux. En fait, il y a une vraie évolution, c'est leur simplicité d'installation et d'utilisation. Où en fait, on fait confiance à, alors, on va appeler l'intelligence artificielle, c'est un petit abus de langage, mais on fait confiance à la technologie et vous, derrière, vous avez juste à vous concentrer sur le commercial, en fait, sur la relation client. Très bien. Alors, juste, on reprend de la base. Quand on parle de site Internet, si on ne le trouve pas, notamment sur Internet, et maintenant Internet, finalement, c'est quoi? C'est Google. Hein. Alors, de plus en plus, on a le réflexe. Franchement, voilà, est-ce que vous avez plutôt l'habitude de taper l'adresse web sur le navigateur? Alors, si vous avez une adresse web du style bienvenue dans mon gîte qui est situé.com, ou si, alors nous on a la chance d'avoir artiste.fr et Assaisie aussi un nom court, donc ça va, mais en fait on a tous le réflexe d'aller sur Google ou sur les moteurs de recherche, mais comme vous, alors je ne sais pas si je le dis, mais non, si je le dis, voilà, vous voyez dans le petit schéma numéro 2 en bas à gauche, Google en France c'est 92% de part de marché parmi les moteurs de recherche, donc on va simplifier, hein, une recherche sur Internet, c'est Google. Ouais. Même s'il y a d'autres systèmes qui existent, qui sont basés en fait sur 3 technologies, c'est soit Google, soit Microsoft, Bing et soit Yahoo. Les moteurs de recherche, c'est aussi la première source de trafic sur Internet avec 53%. Les autres sources de trafic, on en parlera après, hein, mais il y a les réseaux sociaux, il y en a d'autres, mais c'est bien sûr dominant. Et Google archi-dominant. Et Jean-François l'a évoqué, l'importance du mobile. Qui est maintenant, alors il y a 4-5 ans, on commençait à sensibiliser nos clients. Aujourd'hui, on leur dit, vous êtes fous si vous ne faites pas un site, devrait être même interdit de créer un site Internet qui n'est pas non seulement optimisé pour la consultation sur mobile, mais ce qu'on appelle le mobile first, qui est pensé d'abord pour être consulté sur mobile. Même si ça varie selon les secteurs d'activité, mais si vous adressez dans du B2B, on peut penser en effet dans certains secteurs que l'ordinateur reste prédominant. En B2C maintenant, donc avec des clients particuliers, c'est quasiment à 100% que du téléphone et un peu de tablette. Mais il faut savoir que l'ordinateur, pour l'instant, génère encore le plus de conversions donc dans votre processus commercial, la prise de contact ou la vente. Donc bien sûr, voilà, en fonction des investissements et aussi de votre conception du site, l'ordinateur reste pour l'instant le canal qui apporte le plus de conversions. Le référencement naturel, bien sûr, ce n'est pas un webinaire sur le référencement naturel, mais pour terminer sur ce point, parmi tous les leviers, c'est celui qui a un investissement qui est le plus durable. Alors, c'est celui qu'on va, normalement, si vous le faites bien, intégrer dans la conception du site, dès la conception du site, d'ailleurs, dès même avant la conception du site, en pensant le site. Après, il faut en effet continuer à l'optimiser de façon plus régulière. Pourquoi c'est durable? Alors, ça, c'est, on va dire, le côté positif, mais le côté négatif. Alors, c'est durable parce que vous n'allez pas à payer par la suite, ou alors très peu par rapport aux publicités qu'on verra après. Par contre, c'est sûr que ça met du temps à récolter les fruits. Là où les publicités, en 24 heures, vous pouvez avoir des clients ou des prospects, en tout cas. Là, il faut au minimum 4 à 12 mois. Et d'ailleurs, Google l'a dit très récemment, en tout cas, le chef chez Google des moteurs de recherche l'a dit très récemment que pour un nouveau site, il faut à peu près 12 mois pour stabiliser le référencement. Donc, vous voyez, c'est des choses, si vous ne savez pas encore, c'est très important à noter. Alors, le frère, ou le sœur en tout cas, du référencement naturel, c'est le référencement payant, ce qu'on peut appeler le SEA. Alors, le SEA, c'est un acronyme pour Search Engine Advertising par rapport à Search Engine Optimization. Donc, traduit en français, c'est la publicité sur les moteurs de recherche. Il ne sera jamais bien et bon si vous n'avez pas pensé votre site en référencement, parce que les deux sont liés.
à travers un travail sur les mots-clés, sur le contenu. Il faut qu'en fait, la publicité qui va être faite sur les résultats de recherche, en général sur des mots-clés, soit en adéquation avec ce que vous proposez sur le site. Si en effet, nous, Tease, par exemple, faisons une publicité sur la construction immobilière alors qu'on a une agence web, a priori, ça n'a pas trop de lien et Google le sait et du coup, on n'aura pas des bons résultats et pas de bonne publicité. Ce qui est assez logique et tant mieux pour proposer aux clients et aux prospects les meilleurs résultats. La publicité, grâce au moteur de recherche, et que ce soit Google, Microsoft, etc., se bonifie avec le temps. En fait, il y a des algorithmes très, très puissants, alors qu'on verra aussi sur les réseaux sociaux, mais avec les moteurs de recherche, qui apprennent. C'est vraiment des algorithmes d'apprentissage. Et en fait, ce qu'on verra avec Assezi ensuite, c'est que grâce à la récolte de données, alors anonymisées, voilà, on verra plutôt comment, mais ça permet en fait d'apprendre. Google apprend sur les types de personnes qui génèrent du résultat pour vous, qui sont des clients, qui sont des prospects, qui remplissent des conditions. Et du coup, ils vont aller plutôt chercher, grâce à cet apprentissage, des personnes qui ressemblent au comportement de vos personnes qui sont déjà vos clients. Et du coup, c'est plus une campagne dure longtemps, en général, plus elle est efficace. C'est pour ça que des campagnes, ce qu'on appelle one shot, 2 semaines, hop, sauf grosse opération exceptionnelle ou offre très courte, ça n'a pas vraiment d'efficacité. L'avantage des publicités aussi sur les moteurs de recherche, c'est qu'on peut calculer la rentabilité et du coup un seuil de rentabilité. C'est pour cela que nous, on préconise, alors on vous enverra la présentation bien entendu, de vous fixer des objectifs qu'on appelle SMART, c'est-à-dire des objectifs qui sont bien sûr mesurables, atteignables, qui sont ambitieux, donc vous pouvez mesurer les résultats, et d'utiliser, alors c'est un autre acronyme que j'aime beaucoup, que j'utilise énormément, et voilà, si vous pouvez l'apprendre, c'est aussi très bien, ce qu'on appelle le ROAS. C'est aussi anglais, c'est le Return on Ad Spent, c'est le retour sur investissement des publicités. C'est pas très compliqué à calculer, c'est combien vous dépensez en publicité, combien ça rapporte, vous faites le ratio. Et on va dire que si vous dépensez par exemple 20 € et que ça vous rapporte 100 €, voilà, on va dire hors taxe, et si vous faites 20% de marge, c'est votre seuil de rentabilité. Passons maintenant aux réseaux sociaux. Alors, c'est en pleine évolution puisqu'on a de plus en plus de réseaux sociaux. Alors, je pense que si vous suivez un petit peu l'actualité, alors vous connaissez Facebook, Instagram, ça va. Snapchat depuis quelques années. Aujourd'hui, TikTok. Voilà, on a aujourd'hui un panel de réseaux sociaux qui est de plus en plus éclaté. C'est très intéressant parce qu'en fait, grâce aux outils, notamment publicitaires à nouveau, parce qu'il ne faut pas se leurrer, ce sont des investissements. On peut en fait vous pouvez beaucoup mieux cibler aussi vos prospects, vos personas, qu'on appelle les personas si vous les avez bien identifiés, puisque chacun est présent sur un ou plusieurs réseaux sociaux, mais en général, c'est très rare d'être sur tous les réseaux sociaux, à moins d'être un geek des réseaux sociaux ou de travailler dans une agence web, par exemple. Encore que, à titre personnel, je n'utilise pas forcément, donc vous voyez. Donc ça, c'est un gros avantage des réseaux sociaux, c'est le ciblage. L'autre avantage des réseaux sociaux par rapport à ce qu'on a vu précédemment en web marketing, c'est, on va dire, les formats publicitaires sont beaucoup plus riches. Si vous voyez ce qui passe sur les réseaux sociaux, c'est beaucoup plus visuel, parfois c'est même animé, il y a de la vidéo, il y a ce qu'on appelle même des instant experience. On vous a mis également le lien où on peut carrément, vous pouvez dans la publicité interagir dedans. Et ça, c'est vrai que c'est quelque chose qui se développe énormément et qui convertit de plus en plus. Pour faire vraiment un exemple qui marche très bien et qu'on déploie depuis quelques mois pour nos clients, c'est la génération de prospects via Facebook, qui est d'ailleurs l'un de nos webinars. Si vous voulez vous rendre sur notre chaîne YouTube, vous pouvez, la chaîne YouTube de l'agence Tease, il y a un webinar alors, à destination des hôteliers et des restaurateurs, mais qui peut marcher pour tout le monde, sur lequel on parle de ces publicités sur les réseaux sociaux, qui vous génèrent en fait pour vraiment des coûts qui sont de 1 ou 2 € le prospect, donc c'est très très intéressant. Directement dans votre Messenger Facebook, donc c'est le chat, vous pouvez dialoguer, faire de la relation client, planifier des rendez-vous, vos prospects reçoivent une notification Facebook pour rappeler 1 heure avant qu'il y a un rendez-vous, ils peuvent cliquer, ça les envoie sur Google Maps et hop, ils sont chez vous si vous voulez faire ce qu'on appelle du Web to Store. Donc, gros potentiel dernièrement, ça va aller en s'amplifiant. Ils mettent, surtout Facebook, a vraiment pris en compte et la mesure du business, et surtout pour les petites entreprises. Il y a aussi WhatsApp qu'on n'a pas évoqué, mais qui va commencer vraiment à se déployer. Et l'autre raison, c'est ce qu'on appelle les lookalikes. Et j'ai déjà un peu parlé avec Google, mais qui est encore plus puissant sur les réseaux sociaux.
c'est d'aller chercher en fait des prospects qui ressemblent à vos clients, mais qui sont encore des prospects parce qu'ils ne vous connaissent pas, parce qu'ils ont des comportements similaires. Et ça, c'est de plus en plus efficace. L'inconvénient, si j'ai envie de dire, pour terminer là-dessus, c'est qu'il faut quand même être en capacité de créer un contenu qui est attirant, un peu comme le site internet aussi, hein, mine de rien, l'esthétisme joue. Bien plus que sur le référencement payant qui est un peu moins visuel. Donc, il faut s'accorder aussi un budget ou un temps d'effort sur la qualité du contenu. Pour terminer cette partie de web marketing, et avant de passer la main justement à Saisie, concernant justement, c'est bien de récolter de la donnée, de faire la relation client, mais il faut le faire dans les règles. Et comment le faire de façon aussi technique? C'est cette partie un peu nouvelle aussi chez nous, puisqu'on commence à le déployer parmi nos clients, c'est le marketing automation. En gros, c'est automatiser des tâches qui sont à faible valeur ajoutée, où c'est bête en fait que vous perdiez du temps là-dessus. Ça peut même aller jusqu'au dialogue, hein, ce qu'on appelle les chatbots. Alors, c'est pas nouveau, mais c'est de plus en plus accessible. Voilà, en fonction des réponses des prospects, des visiteurs sur votre site internet ou même sur Facebook. Hein. Facebook a des chatbots, en tout cas des prémices de chatbots. En fonction de leurs réponses, des scénarios sont créés et donnent des réponses adéquates. Et tout ceci dans un tunnel afin de récolter la donnée. Hein. Je répète, la donnée, c'est l'or numérique. Hein. C'est ce qu'il y a de plus précieux maintenant sur Internet. Ça se revend très cher parce que ça s'utilise, mais pareil dans la réglementation. Le marketing automation permet de transformer les visiteurs en prospects. Et là, ça permet vraiment de répondre à vos objectifs du process commercial. Alors attention, au niveau du marketing automation, notamment au niveau de l'automation, de l'automatisation, qui dit automatisation ne veut pas dire déshumanisation. Alors c'est les termes. Voilà, surtout pas. Exactement, c'est très très important, puisque on observe quand même un petit peu. Alors il y a des habitudes qui se prennent quand on voit les tests qu'on fait. Maintenant, bon, les personnes, les visiteurs commencent à comprendre que c'est un robot derrière, mais parfois trop. Et on fait le point avec l'équipe commerciale et des fois, même sur les chats, c'est notre équipe, c'est quelqu'un qui est derrière, qui échange. Mais en fait, l'impression du visiteur, c'est de se dire, mais en fait, c'est un robot qui est derrière, du coup, je vais juste m'exprimer sans bonjour, sans merci, juste un mot. Mais en fait, c'est parce qu'ils commencent à avoir l'habitude, ils se disent, tiens, c'est un robot derrière. En fait, non, c'est vraiment quelqu'un qui est derrière. Et c'est vrai que d'échanger avec juste un mot, sans merci, sans s'il vous plaît, ça peut être un peu bizarre. Donc voilà, pareil, nous aussi, et avec nos clients, on essaye de bien se roder, de trouver les bonnes façons de le faire. Mais il faut aussi penser que voilà, on a de plus en plus l'habitude d'utiliser ce marketing automation. Et peut-être que demain, en effet, on va juste se parler. Alors, peut-être c'est dommage, peut-être pas, parce que ça, c'est de l'efficacité, c'est même de l'efficience. On ira plus vite, mais on va juste parler avec juste des mots. Donc voilà, à voir. Donc, si je peux me permettre, Alexis, oui, vas-y, bien sûr. C'est justement un peu paradoxe avec le marketing automation, c'est effectivement une automatisation de la relation. C'est aussi le gros avantage, c'est d'envoyer l'information qui va intéresser le prospect qui a émis un intérêt à une thématique. C'est-à-dire que quelqu'un visite le site, il va avoir automatiquement un email, même ça d'ailleurs sans s'identifier, c'est vraiment Big Brother, sans s'identifier, il va avoir un email en lui précisant, tiens, Tease est capable de faire ça, si on prend notre exemple, justement sur l'intérêt qu'il était en train de regarder. Donc, quelque part, se dire, tiens, justement, je suis en train de traiter le sujet, c'est un moyen de le contacter. Mais en même temps, c'est l'immense avantage de faire ce qu'on appelle du one-to-one, c'est-à-dire de ne parler que du sujet qui intéresse le client qu'on est en train de viser, enfin le prospect qu'on est en train de viser. Mais en même temps, effectivement, cette déshumanisation, c'est vraiment l'écueil, le danger qu'on rencontre. À savoir qu'aujourd'hui, le marketing automation, je dirais pas encore de la R&D parce que ça commence à être bien blindé. On étudie pas mal de solutions. Ça dépend vraiment des contextes. Mais c'est justement de faire des solutions. Il ne faut pas prendre une solution et la prendre telle qu'elle. Il faut absolument l'adapter à votre contexte, vos cibles, leur culture, leur façon d'appréhender les choses. Sinon, ça peut être une véritable catastrophe. Il faut faire ça sérieusement. C'est exactement ça. 90% du temps et 80% des erreurs dans le marketing automation, c'est au lancement. C'est même avant le lancement. C'est à la configuration. Ouais. On vous a mis quelques exemples d'outils de marketing automation. Vous pouvez regarder directement. Alors, HubSpot, qui est plutôt ce qu'on appelle un CRM, donc gestionnaire de relations clients, mais qui est ultra connecté à beaucoup de solutions. GetQuanti, Drift, le module de chat, CartGuru, plus en e-commerce. Allez voir, même Facebook, comme je disais. Allez voir. C'est très, 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 très intéressant.
Voilà, en tout cas, la partie purement web marketing, qui est pour moi la plus intéressante parce que c'est mon domaine, est terminée. Mais il y a une autre partie très intéressante voilà, dont on va aborder, et Damien de Assesi, puisque ce webinaire est fait en partenariat avec Assesi, qui va vous expliquer toutes les subtilités et la technique par rapport voilà, à ce qu'on appelle maintenant la RGPD, hein, la réglementation sur la gestion de la donnée. Écoute, Damien, je te laisse la main. Et pardon, j'ai mis un petit exemple, vous le verrez bien sûr comment ça fonctionne sur Facebook, ce marketing automation. Voilà. Je te laisse la main. Tu souhaites que tu me dis quand tu veux que je clique si tu veux pas reprendre la main. Pas de souci. Bonjour à tous. Eh bien, après la présentation de Jean-François et de Alexis, où le marketing, je vais dire, vend beaucoup de rêves, beaucoup de choses possibles, où on peut tout faire avec la donnée et vous pouvez récupérer l'ensemble des données que vous souhaitez sur vos clients. Je vais revenir sur des sujets un peu plus terre à terre et un peu plus, je veux dire, pragmatiques, dans le sens où, depuis 2 ans, on a un règlement qui s'appelle le RGPD, hein, le règlement général sur la protection des données, qui est un règlement qui s'applique à tous en Europe, pour les sociétés qui sont européennes ou pour les sociétés qui ont des agences ou des sites en dehors de l'Europe, mais qui ont à échanger des données avec des entités européennes. Et ce règlement, il est fait pour protéger les utilisateurs, et donc il va un petit peu à l'encontre de ce qu'on fait en termes marketing, où, comme l'a dit Alexis tout à l'heure, on veut, j'allais dire un peu vulgairement, pomper de la donnée. Vous voulez avoir un maximum d'informations sur les personnes qui viennent se connecter, vous voulez les connaître le mieux possible, donc connaître leurs habitudes, donc connaître des données personnelles. Et ça, ça rentre en conflit avec le RGPD, auquel maintenant tout le monde doit se contraindre. Donc, ce qui veut dire que quand vous mettez en place un site web qui doit récupérer d'une manière ou d'une autre des données, vous avez à obéir à un certain nombre de règles et de processus. Et d'autant plus si ces données sont utilisées pour des traitements massifs. Alors, on va dire traitement massif, et généralement, le marketing utilise ces données pour faire des traitements massifs derrière. Alors, comme le temps nous est un peu compté, on va prendre en gros 5 grandes règles et processus auxquels vous devez absolument vous contraindre quand vous mettez en place un site web. C'est tout d'abord donner des informations sur les traitements et sur leur finalité. Pourquoi vous avez besoin de ces données? La raison, la durée de conservation des données, le type de traitement, qui a accès aux données, pourquoi, la localisation, l'hébergement. Vous devez donner ces informations-là à l'utilisateur. C'est une obligation. Vous devez, dans un deuxième temps, limiter la collecte aux données qui sont strictement nécessaires à la finalité du traitement que vous avez décrit précédemment. Et vous ne devez pas l'utiliser pour d'autres usages. Si vous dites que les données que vous récupérez, c'est en vue de lancer une campagne marketing pour, je ne sais pas, un achat de voiture, par exemple, vous ne pouvez en aucun cas utiliser ces mêmes données pour une autre campagne marketing qui serait pour vendre des aspirateurs. Ce n'est pas la même finalité, ce n'est pas le même traitement. Vous devriez demander aussi à ce moment-là l'accord aux utilisateurs. Vous devez annoncer le fondement légal pour lequel les données sont collectées et, le cas échéant, demander le consentement des utilisateurs pour cette collecte et cet usage. Vous devez enfin l'informer des modalités pour lui d'avoir accès à ces données et comment il peut exercer ses droits. Le RGPD donne des droits, modifier, supprimer les données personnelles, en avoir une copie, demander la portabilité éventuellement de ces données. Vous devez informer l'utilisateur comment il peut le faire. Et enfin, indiquer quelles mesures sont prises pour conserver ces données en termes de sécurité, d'accord, parce que ces données, si elles fuitent, c'est des données personnelles et on l'a tous entendu récemment, des cas ont eu un peu un écho assez important dans la presse, où des sites avaient récupéré des données personnelles, des numéros de téléphone, pour certains des adresses mail, voire des cartes bancaires, et que ces données se sont retrouvées sur la place publique. C'est un défaut de la part de la société qui a récupéré ces infos. Elle n'a pas mis suffisamment de moyens en place pour assurer la conservation et la sécurisation de ces données. Voilà en gros les cinq grandes règles et processus que vous devez mettre en place. C'est une synthèse, ça demanderait des explications beaucoup plus poussées. Ce n'est pas le but ici, mais si vous souhaitez, on peut en discuter plus tard ou lors de questions-réponses que vous avez sur la droite, sur la fenêtre chat, ou alors en face à face. Une fois qu'on a posé ce contexte, qu'est-ce que ça a comme conséquence pour un site web? On a parlé ici de site web à développer,
comment faire pour mettre en conformité un site web avec le RGPD par rapport aux données que vous allez collecter. 3 ou 4 grands principes là aussi à mettre en œuvre. Ce qu'on fait, c'est souvent qu'on indique, le plus souvent sur une page spécifique, on rassemble toutes ces informations, on l'appelle souvent protection des données. Et là, on va devoir être très clair, très précis, pour que l'utilisateur puisse avoir une information éclairée. Donc, on va mettre là-dedans qui est le responsable du traitement, les finalités, le type de données qui sont collectées, la durée de conservation, le destinataire des données, comment l'utilisateur va exercer ses droits. Alors, quand on dit ça de cette manière, ça paraît lourd. On s'aperçoit que quand on a l'habitude de ce mode de fonctionnement, ça devient de plus en plus rapide et c'est principalement un tableau sur lequel on va renseigner les informations assez rapidement. Si vous demandez des données personnelles à l'utilisateur, sur des formulaires, il faut que chaque formulaire sur lequel on va demander des informations personnelles indiquer la base légale sur laquelle ces informations sont demandées et que vous demandiez le consentement de l'utilisateur. Et ce consentement, il est dit dans le règlement qu'il doit être libre, spécifique, éclairé, univoque, révocable. Vous voyez que tous ces termes-là, ça va très souvent à l'encontre du marketing. C'est bien le problème, mais si vous n'y répondez pas, vous pouvez soit par un utilisateur qui sera un peu plus embêtant que les autres, vous faire attraper, soit éventuellement, si vous demandez des informations et que les données d'une manière ou d'une autre fuitent, vous pourriez vous retrouver en porte-à-faux vis-à-vis des autorités je dirais contractuelles, qui est la CNIL en France notamment, et en fonction des données qui auraient fuité, de l'importance des données, vous pouvez avoir à ce moment-là des amendes qui peuvent être assez élevées, parce que dans les cas les plus graves, ça peut aller jusqu'à 5% du chiffre d'affaires consolidé de la société. Donc, pas simplement d'une entité ou d'un site qui aurait lancé une campagne marketing, mais c'est sur le chiffre d'affaires complet de la société. Imaginez que Amazon ou Google se fassent attraper parce qu'ils laissent fuiter des données de personnes françaises. La CNIL pourrait être en mesure de leur dire c'est grave, c'est 5% du chiffre d'affaires de Amazon Monde. J'ai vu une donnée hier assez intéressante, en tout cas une indication. Oui. Tu ne veux pas nous le dire, Jean-François. Il ne nous le dira pas. On a perdu Jeff. Bien, on va continuer en attendant. Donc, le formulaire avec un consentement libre, éclairé, et surtout ne pas utiliser ce qui est trop souvent fait sur les sites web, et encore on le voit, vous ne pouvez pas, vous ne devez pas cocher par défaut les cases comme quoi la personne a accepté. Il faut que la personne donne son acceptation de son propre chef. Donc, les cases à cocher pré-remplies sont à proscrire, par exemple. Toujours sur le site web, on a vu donc la page spécifique, les formulaires qu'il va falloir indiquer, renseigner avec la demande de consentement. Si vous demandez une création de compte pour un accès au site, vous devez prévoir une procédure de suppression et ou de mise à jour de certaines données du titulaire du compte. Il doit pouvoir faire cette demande, ces modifications, cette suppression de compte. Et là, j'en reviens au premier point qui était la page spécifique protection des données, où on indique à l'utilisateur comment il accède à ces données, les modalités de l'exercice de ses droits. Enfin, et c'est des fois peut-être le plus compliqué quand vous êtes sur un site web, c'est la notion de cookies. Ils sont utilisés partout en marketing. La CNIL et le RGPD, pour l'instant, laissent encore une petite latitude et les sociétés de marketing se sont engouffrés un petit peu dedans. Mais vous devez prévenir l'utilisateur en cas d'utilisation de cookies ou autres traceurs. Et vous devez encore plus lui permettre de continuer sa navigation malgré le refus, en tout cas, de certains traceurs ou de certains cookies. Or, trop souvent, on voit que les sites forcent la main et disent, voilà, on répond au RGPD, on vous indique qu'il y a des traceurs, oui, des cookies, et puis vous avez le bouton « Accepter ». Alors, pour trouver le bouton « Refuser » ou « Paramétrer », il faut chercher, parce qu'il est en tout petit, il est en caractère blanc sur fond blanc ou pas loin. Ou alors, on vous dit, si vous n'acceptez pas, vous ne pouvez pas naviguer sur le site. Et là, on est dans le cadre on n'est pas dans le cadre d'un consentement, c'est une obligation. Et ça, c'est en théorie interdit.
Donc, il faut jouer un petit peu avec les textes. On peut encore faire quand même un certain nombre de choses. Il ne faut pas tout interdire. Mais disons qu'il faut prendre ça en compte. Voilà. En fonction des finalités de votre site web, puis de la nature des données qui sont collectées, si par exemple vous avez des données qui sont relatives à la santé, des données biométriques, alors sur des campagnes marketing, c'est beaucoup plus rare, mais des données ethniques, par exemple, d'autres modifications du site peuvent être nécessaires parce que là, on rentre dans le cadre de données personnelles à caractère dit sensible. D'accord? Donc, il faut faire attention. Voilà un petit peu ce qu'on peut dire pour la partie site web. C'est aussi l'occasion sur le site web, pour se mettre en conformité avec le RGPD, de revoir un petit peu les mentions légales obligatoires pour tout site web, notamment pour répondre aux obligations de la loi sur la confiance en l'économie numérique, ce qu'on appelle LCEN, et auquel normalement tout site doit aussi se conformer. Et pour finir, en dehors du site web, ce n'est que la partie visible dont on vient de parler pour la partie marketing, mais le RGPD, il ne s'applique pas qu'au site web, il s'applique aussi à votre organisation derrière. Si vous récupérez des données au travers du site web, c'est pour en faire quelque chose. C'est ce qu'on appelait le traitement tout à l'heure et la finalité du traitement. Donc, il ne faut pas oublier que le RGPD s'impose à l'ensemble de l'entreprise et à la gestion des données qu'elle peut avoir, que ce soit celles que vous récupérez par le site web, mais aussi les données internes, les données de vos salariés, par exemple, les données de pointage, les bulletins de paye, la formation, le nombre d'enfants, ce genre de choses, sont des données personnelles pour vos salariés et ils sont aussi à traiter de la même manière qu'on traiterait des données récupérées sur un site web par un utilisateur. Voilà, donc en résumé, je dirais que la mise en place d'un site marketing doit vous amener, si ce n'est déjà fait, à la mise en place d'une démarche RGPD qui doit être abordée de manière globale au sein de votre société avec des particularités en fonction des traitements que vous mettez en place. Et ce RGPD, ce n'est pas à un instant T. Il faut que ce soit pour se mettre en règle, mais aussi ensuite pour rester en règle. D'accord? C'est le plus facile, à la limite, c'est de l'étudier et de faire l'audit et le plan d'action. Mais ensuite, il faut le maintenir régulièrement. Toute nouvelle campagne marketing devra rentrer dans un cycle d'études de la protection des données et vous devrez mettre en place ce que j'ai évoqué avant. Voilà ce qu'on peut dire très rapidement et où on peut aider si vous avez des questions sur le sujet avec des experts, des juristes qui maîtrisent ces différents sujets. Voilà. Très bien, merci Damien. Ouais, on avait évoqué du coup la slide, parce que du coup, je ne l'ai même pas passé, mais vous aurez accès bien sûr à ce document. La partie machinerie. Ouais. Oui, c'est un autre, effectivement, Alexis, c'est un autre des sujets. Vous remarquez que quand vous faites des campagnes marketing, elles peuvent être plus ou moins importantes en termes de volumétrie, et que pour ça, il vous faut une infrastructure pour faire tourner le site web ou les outils que vous mettez en place pour récupérer de la donnée. Et en fonction du type de campagne et du nombre de personnes de la population que vous voulez toucher, l'infrastructure à mettre en place, elle est peut-être plus ou moins importante. Et il devient maintenant un peu utopique pour une société, pour un client, de monter from scratch une infrastructure pour héberger une campagne marketing. Donc, soit elle a déjà une infra en place pour d'autres sujets et il lui reste de la puissance pour l'utiliser, ce qui est quand même de plus en plus rare et coûteux. Soit on va de plus en plus vers des solutions as a service. Alors, on pourrait dire que c'est du MaaS, du marketing as a service. L'idée derrière, en fait, c'est d'avoir, en fonction de vos campagnes marketing, un service tout compris où il y a le site, son élaboration, penser la campagne, penser la gestion des données qui sont récupérées, mais fournir comme service aussi l'infrastructure as a service, clé en main, qui va vous permettre de lancer votre campagne marketing et qu'elle réponde en temps et en heure, que le site ne se plante pas parce que vous aviez prévu, je ne sais pas, 500 connexions et qu'il y en a 5000, ce qui serait plutôt désastreux en termes d'image de marque quand on lance ce type de campagne. On l'a tous vécu, je pense, à certains moments, des services qui sont lancés par des organismes, pas forcément marketing, des campagnes de réservation de billets, par exemple, pour un concert, le site des impôts, c'est moins fun, j'accorde, mais c'est arrivé assez souvent que le site des impôts, le
le jour de la clôture des dépôts de déclaration à 23 heures se crache complètement parce que tout le monde arrive au dernier moment pour les remplir et que le site n'est pas prévu pour. C'est une mauvaise appréciation. J'ai un petit exemple là-dessus où on a organisé une opération pour un client que je ne nommerai pas parce que bon. Et donc en fait, c'était une distribution de masques en ligne qui effectivement était liée au transport, on va dire, bon, on ne peut pas cacher celle de la SNCF. Et donc on a développé une application qui permet effectivement de commander de réserver, on va dire, des masques pour les voyages. Le problème, c'est que le soir de l'opération, notre cher ministre est intervenu à la télé en disant que bon, à partir de demain, les choses se libèrent un petit peu. Et il y a une emailing en même temps d'organiser qui ciblait quelques dizaines, voire centaines de milliers de personnes. Et bien évidemment, au lieu d'avoir un taux d'ouverture qu'on estimait assez positivement à 10%, on a eu un taux explosif, littéralement, d'accès et qui a effectivement craché le site, quoi. Alors heureusement, on avait prévu le coup parce que c'était un site qui était évolutif, enfin un serveur évolutif. On a pu remettre tout ça en place très très rapidement. Mais en tout cas, sur le principe, c'est exactement ce genre d'écueil dont Damien parle. Donc pour ça, en fait, il y a un certain nombre de solutions qui permettent de pallier ces problèmes-là. C'est de ne plus utiliser des plateformes qui soient chez soi, mais d'utiliser des plateformes qui sont chez un hébergeur, soit un hébergeur qui vous fournit juste l'infra, c'est vous qui la gérez, soit des hébergeurs qui vous fournissent un service. Vous demandez pour l'utilisation de telle heure à telle heure, de tel jour à telle heure. On estime la puissance dont vous avez besoin. On met en place l'infrastructure, on met en place les outils qui vont vous permettre de mener votre campagne marketing. Et souvent, ces outils sont déjà préparamétrés, ils sont juste à adapter à votre environnement. Et puis, le service derrière important, c'est de monitorer l'utilisation du site ou des outils pendant la campagne et de pouvoir adapter quasiment en instantané la puissance nécessaire si on voit qu'on a une perte de connexion de plusieurs utilisateurs, des abandons sur le site, sur les formulaires parce que c'est trop lent. On voit tout ça et à ce moment-là, on adapte en temps réel la puissance, je veux dire la mémoire, le disque, enfin, peu importe, les besoins nécessaires. Et c'est une facturation au final qui est à l'utilisation. Ce n'est plus un investissement one-shot d'une grosse infra, on travaille à la conso. D'accord. Alors ensuite, il y a différents systèmes de facturation, ça peut être à la consommation, sur la puissance, sur la durée d'utilisation. Il y a différents mécanismes qui peuvent être adaptés en fonction de la typologie des campagnes, de leur durée. Rien n'est figé dans ce cadre-là. Voilà ce que je voulais dire sur la machinerie. On fonctionne de plus en plus as a service, comme pour beaucoup d'autres solutions. On a souvent tous entendu parler maintenant des plateformes qu'on dit SaaS, Software as a Service, Infrastructure as a Service. Et ben, on l'a sur bien d'autres environnements et ça peut être le cas sur la partie marketing. Voilà ce qu'on pouvait dire sur la partie machinerie, comme on l'avait appelé. Alors, juste un détail, désolé, j'ai été légèrement interrompu. Le Mac, c'est plus ce que c'était, il s'est planté, bizarrement, voilà, directement, ça s'est coupé. Juste ce que je voulais dire tout à l'heure concernant l'intervention de Damien et notamment sur sa notion de RGPD, j'ai vu un chiffre hier, je l'aurais mis dans le slide si j'ai eu le temps, c'est qu'en fait, depuis le début de l'année, j'ai vu qu'il y avait eu 51 millions d'euros d'amendes, alors qui bien sûr cible plutôt les grosses entreprises, hein, bien évidemment, pour non-respect des RGPD. Donc, je veux dire, le risque est clair, hein, il faut dans la loi. Il y a peu de risques que le petit commerce du coin, le boulanger, soit embêté avec ça aujourd'hui. Mais en tout cas, bientôt, ça va être. Enfin, on voit qu'il y a de plus en plus d'efforts qui sont faits, et notamment d'automatisation pour la vérification du respect des lois, tout simplement. Donc, je pense qu'il faut commencer à y être attentif et faire en sorte, effectivement, enfin, continuer à être attentif. Mais aujourd'hui, si vous avez un site à créer, il faut clairement le faire dans les bonnes règles. Ça devient très important. Sur la partie RGPD, il ne faut pas le prendre que comme une contrainte. Ça peut être aussi quand même un gros avantage pour la société cliente, c'est de reprendre la main un peu sur ces traitements, sur les finalités. Oui. C'est clair. Ça vous fait un peu une cartographie de vos applications et de vos traitements qui est un sous-produit qui peut être intéressant. Et puis la deuxième chose qu'on peut dire, la CNIL ne demande pas forcément
à ce que les sociétés soient strictement conformes à 100% à toute la réglementation RGPD. C'est utopique. Ils savent bien qu'il y a aussi quand même, voilà, il faut maintenir le commerce, il faut maintenir que les sociétés puissent travailler correctement. Ce que la CNIL demande, c'est de tendre vers. Ce que je veux dire par là, c'est que si vous montrez de la bonne volonté, si vous montrez que même si vous avez une fuite de données, mais que vous avez mis en place, vous aviez un programme de mise en place du RGPD, que vous avez obéi à un certain nombre de règles, que vous montrez votre bonne volonté, mais que voilà, rien n'est parfait, la CNIL peut être enclin à dire, OK, attention pour cette fois, vous l'avez fait, vous n'avez pas été suffisamment loin, ils vont vous donner des recommandations, et puis ils reviendront pour voir si les recommandations ont été mises en place. S'ils n'ont pas été mises en place, là, le couperet tombera. Alors, ce n'est pas tout le temps vrai non plus. Ça va dépendre des données qui ont fuité, du côté massif de la fuite ou pas, de la sensibilité des données. Il y a plusieurs critères qui vont être aussi ensuite utilisés pour voir si une amende est présente ou pas. Mais si vous montrez que vous avez un plan d'action, ça peut être déjà suffisant pour engager votre bonne foi. D'accord ? Ouais. D'ailleurs, là aussi, marketingment parlant, tu avais raison de le préciser, Damien. Aujourd'hui, enfin à l'époque, quand c'est sorti, on a bien sûr contacté la plupart de nos clients qui n'avaient pas la fameuse bannière de gestion des cookies. Au début, bon, ça n'a pas été violent en termes de préoccupation, sauf pour les entreprises effectivement d'une certaine taille qui ont l'obligation d'être vertueux là pour le coup. Mais aujourd'hui, clairement, si c'est pas traité en amont d'un site, si je vais sur un site et qu'on me demande pas effectivement si j'accepte ou pas les cookies, bah, ça devient un élément de non-crédibilité. Justement, ça veut dire qu'on laisse ça un peu, enfin bon, c'est un manque de sérieux quelque part. Donc, comme tu disais, Damien, ça peut être traité de X façon. Et d'ailleurs, même la façon dont on avance les choses pour que les gens puissent effectivement accepter les cookies, bah, il faut être le plus transparent possible. Dire exactement à quoi ça va être utilisé et sans jargon trop juridique. La vulgarisation dans ce domaine-là est extrêmement important. Ne pas noyer sur du jargon juridique, sur des petites phrases en mettant 15 pages, parce que dans ces cas-là, on ne répond plus à quelque chose qui est le consentement éclairé et la société sera tapée dessus parce qu'elle a noyé ça. C'est un peu le cas des contrats juridiques, les contrats d'assurance, vous avez ou les conditions générales de vente. Des gens très bien. Pardon ? On a des clients dans l'assurance. Faut pas dire ils sont très bien. Je ne critique pas, je constate simplement. On l'a tous vécu. Ou alors, vous achetez un logiciel, vous vous abonnez sur un site pour un service particulier. On vous dit d'abord, vous devez accepter les conditions générales. Elles font 20 pages au format PDF. Ouais. Je fais un sondage là sur les personnes connectées. Si j'ai 2% des personnes qui sont allées jusqu'au bout des conditions générales de vente, j'aurais eu un beau succès. Ouais. Ça n'existe pas. Donc, il faut, si vous voulez attirer du monde, et c'est le cas de la partie marketing, c'est être transparent, être pragmatique, voilà, faire simple. C'est pas toujours facile de faire simple avec un sujet qui est de cette nature-là, mais voilà, c'est de ne pas noyer sous la partie juridique et expliquer clairement. J'ai une phrase qui dit souvent, ce qui se conçoit clairement s'énonce clairement. Donc, si vous concevez correctement ce que c'est que la finalité de votre traitement, pourquoi, etc., si vous l'avez conçu clairement, vous serez capable de l'expliquer clairement, et à ce moment-là, l'utilisateur en face, il le ressentira. Ok. Bon, bah, c'est parfait. bien. En tout cas, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Oui, il reste encore quelques minutes. Voilà. Donc, je vois que des gens nous disent bonjour, c'est gentil. Bonjour à tous. Bon, en tout cas, n'hésitez pas à poser une question. On a encore quelques minutes, si vous voulez. On peut aborder des sujets plus pointus ou des cas concrets. Ça ne posera aucun problème, bien évidemment. Et sinon, bien sûr, je crois que la présentation est directement téléchargeable. Vous pouvez la télécharger, je crois, directement, elle est disponible. La partie document à distribuer, oui. Oui, bien sûr, elle sera envoyée, je crois, de toute façon, à la fin de cette… un email après le webinaire, ouais, vous pourrez consulter la vidéo, hein, la partager, la télécharger, avec le document également. Voilà, pour terminer, alors voilà, on a quand même des petites questions qui peuvent être intéressantes. Une qui concerne finalement, en effet, partie marketing et partie très technique du traitement de la donnée. On voit souvent, même chez nos clients, qui sont accostés presque par des
des prestataires qui leur dit viens, j'ai une base de données, tu veux cibler les coiffeurs, tu veux cibler, tu peux, voilà, donc vous pouvez louer la base de données, c'est RGPD, il n'y a pas de souci. Voilà, quid? Est-ce que c'est vraiment RGPD? Est-ce qu'on a le droit? Comment ça marche? Comment peut-on exploiter ce qu'on appelle la location de base de données? Est-ce possible encore? Alors, c'est possible, mais ça a des conditions très restrictives. Partagez. On va prendre l'exemple. Je fais un site marketing et je prends des informations sur des personnes. Je vais être trivial, je le reprends pour derrière vendre des voitures. J'ai expliqué la finalité de mon traitement sur mon site. J'ai expliqué pourquoi. Tout bon, et j'ai récupéré mes données. Si derrière, je prends cette base de données et que je vais la fournir à quelqu'un, à une autre société qui dit tiens, s'il achète des voitures, c'est que peut-être il aura besoin, moi je sais pas, d'équipements pour voitures. Donc je vais utiliser cette base de données pour vendre mes équipements pour voitures. En tant que tel, ça n'est pas autorisé parce que c'est un autre traitement, c'est une autre finalité. Donc si vous voulez le faire, il faut que l'utilisateur qui a donné son consentement pour les informations dans le cadre de l'affinité d'un traitement pour l'achat de véhicules ou pour la publicité pour ça de véhicules, il devra donner son consentement pour, à ce moment-là, la vente ou la publicité pour des équipements. Alors, il y a quelques moyens de contourner, enfin pas de contourner, mais d'être en accord. C'est souvent on le voit sur des sites où il est marqué, et là, les caractères deviennent plus petits, comme par hasard, c'est-à-dire que l'utilisateur, vous acceptez que les données soient transférées, soit à d'autres entités du groupe, pour d'autres fonctions, ou à des partenaires, etc. On reste dans le flou. Des partenaires, ça peut tout dire et rien dire. Et là, pas mal de sociétés se sont fait attraper parce qu'elles n'étaient plus en règle. C'était trop flou pour que l'utilisateur puisse savoir à quoi allaient servir ces données demain. Donc, vous ne pouvez pas. La base, elle est là. Vous faites un traitement, vous faites une finalité. Les données ont été récupérées dans un cas bien particulier, pour une durée particulière, pour une finalité particulière. Revendre cette base-là à d'autres n'est pas autorisé, sauf si l'utilisateur donne son accord. Éclairé. Éclairé. Voilà. D'accord. Non, c'est intéressant parce qu'il s'est passé il y a quelques jours là à Rennes. Donc, vous êtes au courant que dimanche, c'est le deuxième tour des municipales. Et quasiment tous les Rennais ont reçu un SMS de la part d'un des candidats pour les inciter à aller voter, mais sous couvert de programmes politiques. Et beaucoup se sont plaints, mais j'ai jamais donné mon numéro. Enfin, comment est-ce possible? Alors, ça voudrait dire que… Il y a des échanges, tout à fait. On l'a du côté un peu de l'ouest parisien. On a une mairie, une commune assez importante, qui s'est adressée à une société qui, par son travail et son activité, a connaissance de l'ensemble des personnes qui habitent dans la commune et qui, par son travail et son activité, a nécessairement les adresses mail, les téléphones, etc. Et la commune a demandé à cette société, qui est à moitié publique et à moitié privée, de lui donner la base de données de tous les habitants de la commune. On est DPO externalisé pour cette entité. Ils nous ont posé la question, mais est-ce qu'on a le droit de le faire? La réponse, comme ça, est non. À la base, c'est non. Si on veut le faire, il faut passer par un certain nombre de dispositifs pour le prévoir, pour faire attention, pour prévenir les gens. Et au final, ça a été abandonné. On ne sait pas ce qui s'est passé derrière entre la mairie, entre la commune et cette société, notre client en l'occurrence. Ça, c'est pas de notre ressort. Nous, on a donné l'avis technique et réglementaire pour indiquer que ça n'est pas possible. Mais dans pas mal de cas, oui, il y a des transferts de données qui seront de plus en plus encadrés et qui, pour la plupart, il faut le savoir, ne sont pas autorisés. Ok, très bien. Eh ben, écoutez, merci à tous. Merci Damien, merci Jean-François. Il est midi, donc le webinaire est fini. En tout cas, nous espérons que vous avez des bon appétit, ça arrive. Nous espérons que vous avez apprécié les différentes interventions. Hein. Vous voyez de la conception jusqu'à la fin, jusqu'à
le traitement de la donnée, le mécanisme, comment ça marche, qu'on peut faire, peut pas faire. Alors, c'est un sujet qui est bien sûr extrêmement complexe. On vous a mis aussi dans la présentation, si vous voulez voir un peu les savoir-faire de chacune des deux entités, hein, puisque ce webinaire était organisé avec Assesi et l'agence TIS. Vous pourrez découvrir, et si vous avez en effet des problématiques dans ce sens-là, des opérations à venir, ou vous avez déjà eu peut-être des mauvaises expériences là-dessus, voilà, ça peut toujours être utile. Voilà, donc on vous dit certainement à très bientôt. On reste tous en contact. Et puis voilà, si Damien, Jean-François voulez terminer pour conclure, c'est avec plaisir. C'est tout bon. J'ai faim. Merci à tous. Merci à tous. À très bientôt. Au revoir. Au revoir.